Madame, Monsieur, bonsoir. Deux sujets d'actualité dans l'épisode de ce soir. Le sommet de l'OTAN et puis l'Iran au lendemain de l'élection de ce nouveau président réformateur. Nous irons d'abord à Washington qui accueille dès aujourd'hui pour 3 jours les 32 chefs d'État composant l'Alliance Atlantique. Ce sommet qui marque les 75 ans de l'OTAN devrait se concentrer en grande partie sur, bien sûr, la guerre menée par la Russie en Ukraine. L'Alliance devrait également discuter des menaces posées par la Chine et de la situation sécuritaire dans la région Indo-Pacifique. Ces questions incluront probablement le comportement du géant chinois en mer de Chine méridionale, Taïwan, et aussi, ne l'oublions pas, la question nucléaire nord-coréenne. Alors, quelles avancées à prévoir à l'issue de ce sommet, en sachant que le pivot de cette alliance, à savoir les États-Unis, sont en pleine période électorale et au moment même où la Russie renforce son avantage sur le champ de bataille en Ukraine. Donc, réponse bien sûr à cette question centrale et à d'autres dans cette émission. Direction Téhéran, seconde partie, le réformateur Massoud Pezeshkian l'a finalement remporté face à l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Il succède au défunt président Ibrahim Raïssi, marquant ainsi un changement notable dans un paysage politique iranien dirigé par des ultra-conservateurs depuis 20 ans. Que signifie réellement réformateur, étant donné le rôle limité, il faut le dire, du président en République islamique? Pour répondre à ces questions d'actualité, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu le spécialiste des questions militaires et sécuritaires, Abdelrahman Mekawi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de Média TV. Merci. Également avec nous un autre expert en sécurité et stratégie, une joie renouvelée de l'accueillir sur ce plateau. Il s'agit du colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir madame. Marhaba. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Et avec nous ici le politologue et professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat. Professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Bon, l'actualité, c'est aussi cette attaque aujourd'hui sur un hôpital d'enfants à Kiev. Coïncidence avec l'ouverture des travaux du sommet de l'OTAN, colonel Saoud? Ce n'est pas une coïncidence du tout. Et il faut relever qu'il n'y a pas que l'hôpital, il y a eu 50 missiles intercontinentaux qui ont été tirés sur tout le territoire national. Donc, à la veille du sommet de l'OTAN qui fête ses 75 ans, voilà un peu la réponse de la Russie. Mais surtout, nous, on attaque quand même, on lance des attaques contre un hôpital. Mais madame, je pense que la Russie... Un hôpital pour enfants. Pour enfants. Ce n'est pas une première, ça a été déjà fait. Dans le Donbass, les attaques indiscriminées sont quand même une marque de fabrique de la Russie. Ça nous rappelle tout ce qui a été fait justement dans une clinique... d'une maternité. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font et ça relève évidemment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a déploré le sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires, un crime de guerre, je cite, dont les auteurs doivent rendre des comptes. Fin de citation. Peut-être que ça a été inclus dans le Conseil de sécurité pour ce Absolument. soir. Vous faites bien de le soulever. Ce matin, le Conseil de sécurité a tenu une séance sur l'Ukraine, justement, la demande de l'Équateur et de la France, après justement des attaques de missiles russes hier qui ont touché plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Abdelrahman Mekawi, même question. Il s'agit là quand même d'une coïncidence assez étrange. Quel signal le président Poutine envoie à l'Alliance, à l'OTAN, en ce 75e anniversaire, plutôt, pardon. Oui, c'est une question pertinente, Khadija. L'Ukraine, pour l'OTAN, est devenue une priorité absolue. Et la réunion du sommet des 32 pays de l'OTAN explique un peu la volonté de ces pays d'aller de l'avant pour affronter la Russie qui vient de gagner du terrain. C'est une guerre ouverte où la Russie a
pu libérer, d'après les Russes, un grand nombre de kilomètres carrés sur le front de guerre. Et les pays de l'OTAN ont voulu d'armer avec plus d'armements sophistiqués. On parle même d'envoi des troupes. Le président Macron l'a dit, qu'il peut envoyer des troupes malgré que la situation politique locale française a changé. Exact, nous y reviendrons certainement. L'opinion publique française est contre tout envoi ou tout engagement de la France dans la guerre ukrainienne. Mais d'autres pays parlent qu'il y a des instructeurs anglais, suédois, qui sont sur place, sur le théâtre des opérations. Mais l'envoi d'un certain nombre de missiles croisières des Kinjal qui ont une capacité de destruction terrible sur un hôpital d'enfants a ému l'opinion internationale et c'est ça qui va pousser. Mais il intervient aussi dans un contexte militaire et dans un contexte d'attaque contre attaque entre, voilà, c'est une guerre les deux. Ouverte. C'est cela. Ils sont en guerre ouverte. L'Ukraine vient de recevoir un armement sophistiqué, les missiles Air Max, d'autres les canons César français, des avions qui survolent, qui commencent à survoler l'Ukraine. Et donc la Russie a vu qu'il y a vraiment une escalade. Et pour arrêter cette escalade, ils ont frappé et frappé fort. N'oublions pas que l'Ukraine, avant-hier, il a frappé le centre d'écoute russe en Crimée. Et c'est ça ce qui a déclenché cette nervosité, cette colère du président Poutine avec cette frappe terrible contre des centres civils. Et c'est ça ce qui a déclenché un peu c'est-à-dire cette colère de l'opinion internationale. Et je pense que le Conseil de sécurité ne va rien faire, parce qu'avec le veto russe, le veto chinois et d'autres pays satellitaires de la Russie ne vont pas aboutir. Est-ce que les Chinois sont en train justement même de mener des manœuvres à la frontière biélorusse avec la Pologne? Oui. Quel autre message envoie-t-on justement à l'OTAN en ce 75e anniversaire de cette alliance? L'autre problème, Khadija, c'est que la Russie a signé un traité de défense stratégique avec la Corée du Nord. C'est ça le plus inquiétant pour l'OTAN. Malgré que l'Ukraine est une priorité absolue, il y a ce traité entre la Russie et la Corée du Nord qui a vraiment déclenché vraiment une peur, un effroi chez les Occidentaux. Les 32 pays qui composent l'OTAN vont vraiment parler de budget avec le changement du secrétaire général de l'OTAN, parce que 1,3 milliard de dollars, c'est insuffisant pour contrer la poussée russe. Oui. Bon, oui, professeur Samy. Sur ce point, d'abord ceci, l'impuissance de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité se réunit à l'initiative de l'Équateur et de la France. La voix de la France n'est plus tellement audible compte tenu de sa situation de politique intérieure. Vous pensez que ça change quelque chose ? Oui. Au poids de la France dans l'OTAN, vous pensez ? Mais c'est évident, parce que la position du président Macron est une position difficile aujourd'hui. Il a accusé un échec politique avec sa dissolution et les résultats des élections. Et il y a un gros problème de gouvernance maintenant qui va se poser en France. On en a parlé. Mais non, est-ce que ça veut dire que côté budget, cela risque de changer quelque chose, surtout avec une Assemblée nationale ingouvernable? Parce que c'est une question de budget finalement, l'OTAN. Oui. Enfin, bon, c'est très réducteur si je ramène la question de l'OTAN à budget, mais elle est centrale, cette question de budget. Je ferai la différence entre les engagements budgétaires de la France dans le cadre d'une loi de programmation militaire, d'ailleurs, qui va jusqu'à 2026-2027. C'est des engagements pris qui sont inscrits dans le cadre de budget sur une période au moins triennale. Il y a ensuite l'autre aspect, me semble-t-il, c'est le poids
et l'influence de la France compte tenu de la situation que traverse ce pays. Si à telle enseigne qu'au Conseil de sécurité, il y aura une résolution qui va condamner évidemment cette agression russe sur Kiev, bien sûr, mais ce n'est pas la première fois. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le président Macron arrive demain donc à Washington pour le 75e sommet de l'OTAN, avec un jour de retard, puisque les travaux commencent aujourd'hui. Oui. Donc déjà un premier point. Quelle va être sa position, qui va l'écouter, d'autant qu'il y a d'autres aspects qui sont à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas le seul président où il y a beaucoup de points d'interrogation dessus. C'est justement Joe Biden. Non. J'y venais. Il y a le président américain, évidemment, qui est dans une situation difficile du fait que des incertitudes qui entourent son éventuelle candidature et son éventuelle réélection au scrutin de novembre prochain. Il y a les positions aussi mitigées qu'il a à propos de la politique de défense de l'OTAN. Je vais y revenir. Et il y a un autre chef, le chancelier allemand, également, qui est dans une situation difficile du fait des difficultés qu'il rencontre sur le plan de la politique intérieure. Oui. Maintenant, ce sommet de l'OTAN, quel est son ordre du jour? Il faut le rappeler. D'abord, l'examen des efforts de défense et de dissuasion collective. Premier point. Deuxième point, le financement de l'OTAN. Et le partage du fardeau. C'est là où le bas blesse. Oui. Mais c'est là où le bas blesse. Et nous sommes en période électorale. Vous l'avez dit. Alors j'ai l'impression, et détrompez-moi ou corrigez-moi si je me trompe, messieurs, que cet ordre du jour dont vous parlez aujourd'hui est très influencé finalement par la politique interne des pays pivots de l'Alliance. Vous avez parlé de la France, les États-Unis. Le partage du c'est le moteur, exactement, c'est le plus grand. C'est des engagements, mais des engagements jusqu'à quand? Là, si Trump est élu en novembre. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous répondre, si vous le permettez. Je ne pense pas que les fondamentaux, parce que le président des États-Unis n'est pas aussi fort qu'on le pense. Il y a un congrès. Et donc, sur les fondamentaux, il ne faut pas croire c'est à la joute verbale en campagne électorale. Je ne pense pas qu'il puisse changer quelque chose. Il n'était pas en campagne électorale quand il a menacé de retirer le financement américain de l'OTAN si les autres ne s'alignaient pas. On voit que depuis, certains pays, quand même, ont changé leur politique budgétaire vis-à-vis de l'OTAN. Ce qu'a demandé l'administration Trump à l'époque, c'était un meilleur partage des charges. C'est ça. C'est une question qui est récurrente maintenant, qui est posée, qui est à l'ordre du jour de ce sommet de l'OTAN. Il faut ajouter également un autre point. Avec moins d'acuité, colonel Saoud. Les gens se sont mis à jour. Oui, il y a eu une progression, il y a la guerre en Ukraine, il y a une progression des dépenses par rapport au PIB. La règle qui a été fixée, c'était 2%, d'arriver à un minimum de 2%. Il y a de gros efforts. La Pologne est à 7%. Évidemment. La France n'est pas loin de 2%, il faut le noter. Ensuite, autre point à l'ordre du jour, le futur de l'industrie de défense entre la zone européenne et la zone atlantique, le problème de la coordination, de la pérennisation de soutien à l'Ukraine, et puis la nomination d'un nouveau secrétaire général, ça a été dit, c'est Mark Rutte. Et puis aussi, il y a une réflexion qui est menée, qui va être débattue, c'est l'idée d'un nouveau modèle de force européenne avec l'option d'une mobilisation de 500 000 personnes, mais ça reste aléatoire. Un commandement pour l'Ukraine. C'est possible, colonel Saoud? Pardon, je finis, si vous le permettez, un dernier point pour ce qui est de l'OTAN. Pour l'ordre du jour, pour l'OTAN, c'est d'arriver à une organisation intégrée, cohérente, mais ça sera difficile compte tenu des difficultés. Oui, mais c'est le discours institutionnel. Déjà, il faut ajouter 2 points essentiels à ce qui a été dit. Oui, je vous donne la parole juste après, si vous le permettez. Il ne faut pas occulter la probabilité de l'arrivée du président Trump au pouvoir et sa position par rapport à l'OTAN. Et deuxièmement, la France s'est déjà retirée en 1966 du commandement intégré de l'OTAN. Donc, M. Macron va assister à ce sommet désarmé par rapport à des voix qui s'élèvent dans la gauche française qui revendiquent un retrait du commandement intégré de l'OTAN. C'est ça le problème. Ça n'a pas figuré dans
Non, Mais est-ce que vous pensez que l'OTAN sautera le pas de créer un commandement pour l'Ukraine? Au-delà des séances de formation, des sessions plutôt de formation pour les soldats ukrainiens. Je pense que, évidemment, le contexte est important. J'y ajoute, évidemment, tous les changements qu'il y a eu au Parlement européen. Aujourd'hui, d'après ce qui a filtré, il faut afficher une unité de façade. Je vous dis ce qui a filtré, pas de sujet qui fâche. Il faut éviter au président Biden d'avoir des petits incidents par rapport à sa campagne électorale. Il ne faut pas parler les budgets par rapport au PIB, c'est réglé. Plus de 23 pays sont alignés, oui. Sont à 3%. Il y en a qui sont à 7%, comme ça a été dit. Et donc, ce point-là ne figurera pas dans l'ordre du jour. Donc, un sommet pour rien, finalement. Non, pas pour rien. Pas grand-chose. Vous pouvez le laisser finir, s'il vous plaît. Attendez que je finisse. Il y a le problème de l'ingérence russe, l'ingérence chinoise dans la Russie. Et je vous parle de ce qui a été préparé par les Sherpas de tous les pays. Il y a le problème, évidemment, peut-être dont on va parler. C'est pour ça que j'ai parlé de ces manœuvres à la frontière polonaise. C'est un signal fort qu'on voit même la Chine, alliée entre guillemets de la Russie, c'est vrai. Parce qu'avec des troupes chinoises là à la frontière polonaise, donc là encore, pour moi, c'est un autre signal fort quand même. Oui, mais il y a pardon, c'est Abdelrahman. Il y a un consensus pour épingler la Chine. Ça, c'est ce qui est sorti des réunions préparatoires. Il y a le problème des électrons libres stratégiques, comme on les appelle. Le Premier ministre hongrois, vous savez qu'il préside pour 6 mois le Conseil européen. Il a été en Russie, sans concertation. Il a été en Chine, sans concertation. Il a été dans l'organisation turcique qui est présidée par la Turquie. Sans lui. Ça crée un problème. Est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on ne va pas en parler? Il y a le problème de la Turquie. Moi, je parle de ces 2 électrons libres qui font la faiblesse de l'OTAN. Et ça, c'est très important. Et qui pèse, parce que, rappelez-vous, c'est la Turquie qui avait bloqué la candidature de la Suède, entre autres. Oui. Et la Hongrie. Exactement. Et la Hongrie. C'est le dernier arrivé maintenant dans l'OTAN. Bon, la Hongrie, parce qu'il a eu... on a débloqué l'argent gelé de la Hongrie. Le Premier ministre hongrois fait du chantage stratégique. La Turquie, qui vend des drones à l'Ukraine, qui reçoit le pétrole russe, qui reçoit les oligarques russes. Il y a un problème dans l'unité. Il faut qu'on en parle parce que beaucoup pensent que l'OTAN est une organisation monolithique. Il y a des problèmes internes. Non, mais justement, nous faisons le point justement sur l'état de l'Alliance Atlantique. Est-ce que cette alliance aujourd'hui, parce que à vous entendre, à vous écouter, il y a beaucoup de dissonances. Oui. Donc, il y a beaucoup de dissonances, il y a beaucoup de guerres aussi. Oui. Là, parce que là, on a quand même Taïwan, ça c'est le gros dossier. Il y a la guerre en cours en Ukraine. Et on a quand même cette alliance qui s'agrandit avec l'arrivée de la Suède, entre autres, mais dont les problèmes aussi sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient il y a 2-3 ans. Il y a un problème stratégique majeur à l'OTAN en ce moment. Je pense qu'on ne va pas le discuter parce qu'on a invité ce qu'on appelle la P4. Le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Qu'est-ce que veulent les États-Unis? Qu'est-ce que veulent les États-Unis? Ils veulent les associer à ce que l'Europe refuse. Nous sommes des atlantistes, restant en Atlantique. Ça, c'est un problème qui va être débattu aussi, mais ils vont assister à partir de jeudi, ils seront là. Nous sommes des atlantistes, mais des atlantistes du Nord. Du Nord. Pas du Sud. Il y a une grande question à se poser aussi sur les orientations de cette alliance. Oui, Simka, oui. Avec tous mes respects à mon ami Hassan, que les États-Unis demeurent toujours la première puissance mondiale au niveau militaire. Et elle possède 700 bases à travers le monde. Oui.
elle possède des flottes maritimes partout, la 6e flotte, la 5e, la 3e, etc. La Chine, il dispose que de porte-avions jusqu'à maintenant. Ils vont vite. Malgré le souci principal des Américains, c'est pas l'ennemi principal qui est la Russie, mais c'est la Chine avec la mer Méridionale, Taïwan, etc. Il y a des enjeux dans le Pacifique beaucoup plus importants que l'Ukraine. C'est pour ça que les Américains, avec leur sommet, ils vont pousser les gens à plus d'armement, à plus d'industrie d'armement. Et justement, avec les Allemands qui commencent, les Japonais qui ont démarré il y a 5 ans leur industrie d'armement, il y a l'achat de 12 sous-marins à combustible nucléaire par l'Australie. Donc, il y a vraiment un équilibre de force. Le contexte mondial est anxiogène. Est-ce que vous pensez, excusez-moi de vous interrompre, le deal justement sur les sous-marins qui a été retiré à la dernière minute à la France au profit de l'Australie, ça fait partie un peu du plan des Américains pour ramener un peu davantage l'Australie vers l'OTAN, vers cette alliance. Les stratégistes. C'est du business, hein. Non, les stratégistes américains, il y a le côté business parce que, comme vous savez, l'industrie militaire est privée aux États-Unis. Oui, bien sûr. C'est pas l'État qui décide de vendre à tel pays ou à tel pays, mais le complexe militaro-industriel américain, avec l'accord du Sénat, du Congrès et du Sénat, et même du Pentagone, sur l'octroi ou la vente de telle arme à telle arme pour tel pays ou tel pays. Mais la dotation de l'Australie de 12 marins à combustible nucléaire, ça fait partie de l'enjeu fondamental contre la Chine. La Chine, elle est en train de s'élargir, d'élargir son influence sur le Pacifique. Le Pacifique reste et demeure toujours l'enjeu principal pour les Américains. Les Européens n'achètent pas américains. Même les Européens n'achètent pas américains. Les F-35, les F-16, on n'a pas acheté. Cette Europe de la défense est pour le moment réalisable. Vous avez vu tout le tralala en Europe, pourquoi on n'achète pas européen? Les Anglais achètent européen. Pardon, je vais vous corriger non, si vous le permettez. Vous voulez dire que les Européens n'achètent pas européens, pas américains. Voilà, non, il faut corriger. Ils achètent américains. Ils achètent américains. Vous avez dit le contraire, en fait. Ils n'achètent pas européens. Ils n'achètent pas américains. Les Européens achètent plus américains qu'européens. D'où peut-être le besoin aussi de renforcer ce dispositif de défense européenne. Tout à fait. Mais est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui? Ils ont un tel retard. Vous savez, l'Europe, après la fin de la guerre froide, ils se sont dit jamais plus ça. Oui. Et même l'épisode des Balkans n'a pas attiré leur attention. Les Européens sont maintenant dans un problème où l'industrie de défense qui démarre très lentement n'arrivera pas avant une dizaine d'années. Au moins. Et donc, ils sont très en retard. Et vous savez que par rapport aux munitions, ils sont en train de passer par des proxys. C'est d'autres pays, on achète par d'autres pays les munitions pour l'Ukraine qui en a besoin. Mais l'OTAN, là, je pense qu'il y a un effort qui est très important pour l'Ukraine, c'est qu'ils vont octroyer des patriotes et les avions, les F-16 vont arriver. Et les MiG-29 polonais vont aller dans peu de temps en Ukraine. Ce qui est une première depuis le début des hostilités. Plus un budget de 2022-2023 qui était pour chaque année de 40 milliards d'euros et qui va être reconduit en 2024-2025. C'est à l'ordre du sommet de l'OTAN. De l'OTAN, oui, mais là vous parlez de 2025 qui nous dit que ce sera la même administration à la Maison-Blanche. J'insiste sur ce point. Et si Donald Trump est élu en novembre? Et toutes les probabilités, les sondages le disent, Khadija. Ce n'est pas moi ni quelqu'un d'autre. Non, absolument. Avec les couacs du président Biden, c'est-à-dire même ses propres alliés, même ses propres financiers lui demandent de se retirer. Il propose Michelle Obama, il propose Kamala Harris, la vice-présidente de Los Angeles, etc. De Californie, il y a vraiment un remue-ménage au sein du Parti des démocrates. Mais Trump, c'est une
forte probabilité qu'il arrive au Et pouvoir. qu'est-ce qui va changer à l'OTAN? Non, parce qu'il a déjà eu des positions Oui, qui sont anti-OTAN. non. Il a évolué. Il a évolué, mais... Il a évolué, il a exigé 2% du PIB pour Ouais. les Il équipements va de demander défense. plus. Aujourd'hui, le problème ne se pose Et plus. il a Mais dit s'il qu'il a deux va fronts, ch- non, s'il y a il va- deux fronts aujourd'hui, il enfin va demain. chercher la solution de guerre avec la Russie. Ça, c'est très important comme proposition qu'il a faite dans ses déclarations. C'est-à-dire, pour lui, la Russie n'est pas un ennemi. Il va chercher des solutions avec Poutine. Ça, c'est très important dans la Il n'est configuration, pas la seul. future. Il n'est pas seul, le président. Le président des États-Unis n'a pas la force qu'on pense. Il ne peut pas agir sans le Congrès. Je Bon, ne sais après, pas. on l'a vu, hein, fait. pendant C'est quoi? qu'il était... Quoi? non, mais pendant son mandat, on a vu des prises de Non, il a position pris des unilatérales du positions. président C'est- qui signe des décrets et qui C'est un pays décide... d'institution, Hassan. qu'il Mais le avait la président, il a un majorité. pouvoir très fort. Il avait une majorité au sein de la Chambre. Ouais, européenne. Alors, ceci étant dit, et en revenant justement pour clore cette partie sur l'OTAN, est-ce qu'il y a une véritable stratégie de l'OTAN pour le Sud? Parce qu'on parle que de l'Atlantique Nord. Exactement. Tout à fait. Moi, Eh je ben, peux répondre à cette question qui est Donc, oui. pertinente. Toutes les puissances, y compris les Américains, les Français, les Anglais, les Russes, les Chinois, maintenant même les petites puissances qui émergent, la Turquie, l'Iran, s'intéressent à l'Afrique, par exemple. Le président Poutine a répété à plusieurs reprises que l'avenir de la Russie, c'est l'Afrique. Erdogan, il l'a dit. Raisi, avant sa mort, il l'a dit. La Chine a une base à Djibouti de 12 000 hommes. Et il a des réseaux de renseignement partout en Afrique. Il est en train de gangréner la Chine en catimini toute l'Afrique. Mais c'est Donc, l'OTAN qui nous intéresse à Serdra. non, mais je vais l'OTAN qui- répondre. Je vais- L'OTAN, il dispose d'une flotte, une armada en Méditerranée. Il a vraiment des bases de drones partout. Mais Afrique. en Atlantique. Comment? Mais en Atlantique Sud. En Atlantique Sud. Pourquoi la Chine veut installer des bases, justement, Non, parce que c'est sur la côte atlantique de L'Afrique est l'Afrique? riche, Khadija. L'Afrique Mais est oui, riche. oui. Là, il y a le gaz, le pétrole, le vanadium, le lithium, et l'or, etc. Donc c'est une concurrence qui, surtout au Sahel. Est-ce que c'est pour cela que, par exemple, un la président... Russie Oui. s'implante dans 3 pays de l'Atlas, des pays du Sahel. Oui. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et qui sont des pays riches. Actuellement, ils sont en train de regarder vers le Sénégal. Donc, c'est une concurrence du siècle dernier entre les grandes puissances, et maintenant, il y a la Turquie qui s'implante. Il y a l'Iran qui s'implante, soit à travers des ventes d'armement, soit par des réseaux de renseignement, soit avec des idéologies. Le chiisme, vraiment, il est en train de gangréner toute l'Afrique de l'Ouest. Où est l'OTAN là-dedans? Si vous permettez la Parlant de question que vous l'OTAN. avez Non, il faut posée, répéter à je vais d'autres donner choses. une réponse complémentaire sur le Sud. Et il faut noter d'abord qu'il y a le Grand Sud, il est ce qu'il est, mais c'est le Grand Sud, avec le sommet qui s'est tenu en Afrique du Sud en août dernier, de nouvelles adhésions, ils sont maintenant 11. Aucun des pays du Grand Sud... Non, mais ça, vous parlez des BRICS. Ah non, non, oui, n'est membre de alors, l'OTAN. non, Voilà. on ne va pas Non. mélanger peut-être. Mais dans le Grand là, le Sud, BRICS, il y a les BRICS. Oui, mais là, vous parlez C'est de... le noyau non. le plus large. Oui, et mais, le plus important. mais du coup, vous avez parlé du Grand Je Sud voudrais- et vous avez parlé des BRICS. Non, le Grand Sud, ce n'est pas les BRICS. Je voudrais reprendre ce que j'ai dit. Bien sûr qu'il n'y a pas de confusion. Il y a le Grand Sud, évidemment. Mais dans le Grand Sud, il y a les BRICS. Oui. Qui sont un périmètre important. Et ces pays-là ne sont pas membres de l'OTAN. Plus encore, pour le Sud... Ils sont à l'opposé, oui. Oui, oui. Puisqu'on parle du Sud, le Sud perçoit de manière négative l'extension de l'interventionnisme et des dispositifs de l'OTAN. L'OTAN est considérée comme une menace par un certain nombre de pays parce que c'est un instrument de politique interventionniste des pays du Nord Atlantique. Donc tout ça doit être dit. Oui, c'est pour ça que la Russie a indiqué suivre le sommet avec une attention maximale. Nous allons certainement suivre aussi ce sommet et surtout attendre sur quoi il va vraiment déboucher, s'il y a vraiment quelque chose de nouveau, à part ce nouveau secrétaire général. Voilà.
un nouveau chef de l'OTAN, Mark Rutte. Bon. Mais les mots d'ordre, c'est l'union, l'unité, pas de sujet qui fâche. Il faut ménager le président des États-Unis par rapport à sa campagne. Il faut ménager les Européens dans leur faiblesse, ça a été dit. Et donc, mais ce qui est constant, c'est le soutien durable du Kremlin. De l'Ukraine. Et de la Chine, qui se rajoute. Et de la Chine. Les 40 milliards dont a parlé Mustafa sont là et ils sont reconductibles. Ah, reconductibles. Quel que soit le président en novembre à la Maison-Blanche. Il y a quelque chose que j'ai vu, c'est les sondages que l'OTAN a fait par rapport à cette réunion. Oui. 63% sont pour le soutien de l'Ukraine. Combien 63 63%. Même s'il y a des russophiles qui sont un peu convaincus, et il y a 61% qui disent qu'il faut quand même que l'Ukraine gagne. Ça diminue, mais ça donne quand même une idée sur l'état de l'opinion en Europe. Il y a cette une volonté. Opinion divisée. Divisée, ben voilà. 99%, non, je suis d'accord. Après, j'aimerais bien avoir peut-être un peu plus de précision sur l'échantillonnage qui a été pris en compte pour mener justement cette enquête. Il y a là, Khadija, un problème très important. Évidemment, Zelensky sera là. Oui, bon. Mais il y a un problème. Mais l'Ukraine n'est pas. Il y a un problème concernant l'adhésion. Oui, oui. Il n'y a pas un consensus. Il y a ce qu'ils appellent en ce moment le pont pour l'adhésion. Ça veut dire des petites mesures, mais il ne sera pas invité. Bon, en tout cas, il sera là parce que pour être sûr que l'argent va arriver, surtout. Voilà. Bon, alors, on va parler. On a parlé des élections américaines. Et on va bien évidemment enchaîner, il nous reste 20 minutes, enfin un peu moins de la moitié du temps accordé à cette émission, les élections iraniennes. Alors, Massoud Pezeshkian, un réformateur élu président après le décès soudain du président Raisi suite à ce crash d'hélicoptère. Alors, est-ce qu'on peut parler, ce que je disais dans mon introduction, une question peut-être naïve, est-ce qu'on peut parler d'un président réformateur en Iran aujourd'hui? Avec le poids de... Mustafa Shahimi, le politologue que vous êtes, a certainement une réponse à cette question. Je vais essayer. Aussi naïve soit-elle. Non, je ne sais pas si ma réponse sera naïve, mais ça sera une réponse. Certainement pas. D'abord, c'est intéressant l'historique. C'est un régime, le régime des mollahs, il a 45 ans. C'est 2 générations. Donc voilà, renouvellement démographique, c'est un pays de 85 millions d'habitants. Voilà donc un renouvellement démographique de gens qui n'ont pas connu ni Khomeini, ni le Shah, ni ceci, ni la Révolution, etc. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qui s'est passé ces 20 dernières années, nous avons une élection présidentielle liée au décès du président Ibrahim Raisi le 19 mai dernier. Et sur les quarts de siècle écoulés, il y a eu des séquences intéressantes. Ce n'était pas continu ni uniforme. En 1997, par exemple, il y avait le président Mohamed Khatami qui avait fait une politique d'ouverture culturelle pendant quelques années. C'était déjà intéressant. En 2015, il y a eu un autre président, Hassan Rouhani, donc oui, mais il avait épousé les idées du président Obama pour un dialogue, un dialogue qui a conduit à un accord nucléaire en 2015, etc., avec le feu vert du guide suprême Ali Khamenei. Il y a eu un accord nucléaire, il y a eu une levée partielle des sanctions. Mais en 2018, ça a été dénoncé par le président américain Trump. 2022, c'est une autre séquence historique dans la vie iranienne, c'est la révolte des femmes et des jeunes. Tout le monde a en mémoire l'extrême mobilisation des femmes et des jeunes en disant « à bas le dictateur », etc. Non, mais après la mobilisation des jeunes, il y a une très faible mobilisation pour aller voter aussi, parce que justement, cette population iranienne ne croit plus. L'abstention était une forme de protestation. C'est cela, c'est pour ça qu'il y avait un taux qui était de 40% de participation électorale. Ouais. C'est ce qu'on appelle une abstention. Au premier tour.
Premier tour. Au deuxième tour, c'est une abstention de protestation, et on l'appelle dans mon vocabulaire une abstention de combat. Voilà. C'est ça. Voilà, sanction. Et maintenant, il y a eu en 2021 le président Ibrahim Raïssi, 2021, où il y a eu 52% d'abstention en 2021, avec 14% de bulletins nuls. C'est important. On ignore toujours les bulletins nuls qui sont l'expression d'un refus de rentrer dans le système. Alors, il faut relever d'autres choses pour ce qui est du système iranien. Le système iranien est un système qui est hybride, avec d'un côté, côté A, un système institutionnel religieux qui n'a rien à voir avec le vote, et de l'autre côté, un système institutionnel, donc de représentatif avec le vote. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment un certain nombre de responsables qui sont là. Il y a le guide suprême, qui a des pouvoirs extrêmement importants. Il y a le Parlement. Il y a un conseil des experts, il y a d'autres commissions, etc. Mais est-ce qu'il faut attendre quelque chose Sissimi, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on peut attendre grand-chose d'un progressiste en Iran? Alors que celui-ci a affirmé son soutien au Hezbollah. Ça veut dire que l'Iran continuera. Comment on peut s'ouvrir sur l'Occident alors qu'on continue de soutenir ceux qui combattent les intérêts occidentaux? Pardon, je finis. Pardon, si vous permettez, je n'ai pas fini. Oui, rapidement, c'est Sissimi, s'il vous plaît. Non, mais il faut que je finisse. Oui, mais je vous laisse finir, mais rapidement, pour que je donne la parole aux autres. C'est un raccourci. Réduire l'élection donc du nouveau président en lui déniant la qualité de réformateur, c'est un raccourci parce qu'il s'est distingué par un certain nombre de mesures. Notamment, il a dit qu'il allait revoir la question du voile. Oui. Évidemment, le soutien à la résistance. C'est des promesses de campagne. Ouais, c'est des promesses de campagne. C'est des promesses de campagne. Je finis, si vous le permettez. Mais je pensais que vous finissiez sur ce point. C'est un courant. Il y a en Iran un courant réformateur important qui est pris en charge par le nouveau président. Et c'est l'intérêt supérieur du régime des mollahs de laisser cet espace-là ouvert à la compétition électorale. Bon, alors. Moi, je pense, suite à ce qu'a dit Mustapha, que le système des mollahs n'avait pas le choix. Voilà. Pour la légitimité? Pour l'ascension de M. Messoud, le président réformateur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une colère latente de la société. 40% d'abstention explique un peu le rejet du système. Et il faut savoir que le système iranien est fondé sur 3 piliers essentiels. Il y a le Khamenei, il y a la garde les passadrons. Les passadrons. Et il y a le 3e pilier, c'est les experts du nucléaire, qui décident un peu, qui sont un peu le cœur du réacteur du système iranien. M. Messoud est arrivé parce que sa candidature il a été déjà rejetée dans l'ancienne élection, et parce qu'il a déclaré, il s'est engagé de respecter textuellement les engagements du guide suprême Ali Khamenei. Oui. Donc, c'est un réformateur, semi-réformateur, parce qu'il est d'origine kurde, il a fait des promesses, comme disait Hassan, pour la femme, pour les minorités. Il faut savoir que les mollahs constituent une minorité dans la société iranienne, avec les Pashtuns, les Arabstan, les autres, les Kurdes, etc. L'Iran est un mosaïque de peuples. Il ne faut pas vraiment dire que c'est une société homogène, mais c'est une mosaïque de peuples. Mais du coup, c'est un président, vous pensez, fédérateur au-delà de progressiste. Est-ce qu'il est là pour aussi essayer de fédérer avec l'Occident, surtout dans la question des sanctions? Mais comment peut-on? Alors comment, avec le soutien, le financement de groupes régionaux, des proxys comme le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, comment on va s'ouvrir sur l'Occident si on continue d'armer? Il va réduire un peu la violence de ces groupes qui lui sont alliés, Hezbollah, les Houthis. Très bien. Réaction, Hassan Saoud. Moi, je vais diverger. Oui, avec l'élection a été organisée, scénarisée.
On a éliminé ce qu'on a voulu, on a laissé un réformateur, Oui. un réformiste, entre guillemets, et 5 conservateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un éclatement des voix sur les conservateurs pour que le réformiste passe au second tour. Là, il y a eu 10% de vote. Mais tout ça est scénarisé. Réformiste, mais quelle est la marge de manœuvre de ce président? C'est ça. Et c'est ça, il n'a pas la main sur la diplomatie. Même si Zarif a été dans sa campagne, vous avez vu qu'il a... L'ancien ministre des Affaires étrangères. On va voir s'il va être dans l'architecture, ce qui m'étonne. Est-ce qu'il a... Il fait partie aussi d'une équipe d'ultra-conservateurs. Donc Oui. après, peut-être, est-ce qu'il y aura un gouvernement un peu mosaïque aussi, comme vous le disiez, Tout ça, à l'image de la société iranienne? C'est une élection alibi. Le président n'a aucune marge de manœuvre. Que cherche le pouvoir? Le vrai pouvoir en Iran. Que cherche c'est l'image? L'image vis-à-vis de qui? C'est ça la question. Est-ce que c'est l'image vis-à-vis? Est-ce que c'est l'image vis-à-vis de la population iranienne à cause de la crise économique et sociétale? Je termine, s'il vous plaît. Il y a une recherche d'honorabilité par rapport à un président qui se dit réformiste. C'est vis-à-vis de l'étranger. Pas de la population iranienne? La population iranienne, la plupart, et ceux qui sont à l'étranger, ceux qui vous disent que c'est une mascarade, que ça ne changera rien. Okay. Le Khamenei a verrouillé l'administration. Comment voulez-vous qu'un président peut travailler, réformer? En 5 ans, on n'a mis que des conservateurs dans les postes clés de l'administration, je dis bien. Et l'administration en Iran, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les affaires étrangères, ce qu'il a à voir. L'intervention étrangère, c'est les passedarans qui sont... Le nucléaire. Ce monsieur-là va, malgré ses promesses électorales, l'ouverture sur l'Occident... Oui. C'est un grand mot, l'ouverture. Un président qui souhaite ouvrir davantage son pays à l'Occident, enfin, son pays, c'est quand même l'Iran. Par rapport à l'axe, au croissant chiite, il n'a pas la main. Ce monsieur est une vitrine, mais il ne va pas, il va pas changer grand-chose. Mais une vitrine pour le Riki. Est-ce que vous pensez que l'Occident n'est pas... je ne sais pas, quand vous dites l'Occident, c'est principalement les États-Unis. Personne n'est dupe. Ça, il a juré fidélité à son chef qui est le Non, je suis d'accord. Il est président, les candidats. Là, je suis d'accord. Moi, je parle de sa marge de manœuvre. Oui, déjà, il a été validé. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a pour réformer? Qu'est-ce qu'il va réformer? Attendez, on le laisse finir. Est-ce qu'il va envoyer le voile? Non. La réponse est non. Est-ce que la femme aura davantage de droits, même s'il avait promis de mettre un peu de parité dans les postes de responsabilité, qui est une bonne chose de mon point de vue? Est-ce qu'il y arrivera? La résistance des conservateurs est tellement forte que ce président n'aura pas une marge de manœuvre qui lui permettrait d'exécuter ce qu'il a promis dans sa campagne électorale. Donc en fait, c'est une élection qui ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut attendre après cette élection, selon vous, colonel Saoud? Moi, rien. Okay. Moi, Khadija, il y a une institution stratégique dans le système des mollahs qui s'appelle l'intérêt du système, Maslahatul Nidam. C'est une institution qui décide des grandes lignes stratégiques de l'Iran et qui sont validées par Khamenei et exécutées par le président. Voilà, mais toute cette mascarade, j'adhère, je souscris au mot mascarade, mais je diverge avec Hassan sur plusieurs points sur la question. Les mollahs cherchaient l'image, à maquiller l'image en face de leur opinion publique, surtout l'opinion publique femme, étudiante, jeune. Donc vis-à-vis de l'Occident, mais aussi vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la population iranienne. Le partenaire économique du Golfe et de l'Occident avec les sanctions. Voilà la stratégie. Parce qu'il y a cette institution qui est vraiment dogmatique, qui est Maslahat Nidam, l'intérêt du système. Et M. Khamenei, le guide suprême, veille sur l'intérêt de l'Iran, malgré qu'il ne représente qu'une petite minorité
d'une société iranienne qui est cosmopolite. Oui, mais c'est surtout qu'il est affaibli aussi. Et au sens propre et figuré du mot. Hein. Je voudrais dire quelques mots, si vous le permettez. Oui, bien sûr, c'est Srimi, évidemment. Alors, d'abord, ce qu'ont dit mes deux camarades est intéressant, mais à mes yeux, ça manque de nuances. Pourquoi ? Il faut tenir compte de la situation économique de l'Iran. Une inflation de 40%, un chômage de 30%. La pauvreté. Et la pauvreté. Donc, c'est un taux de pauvreté qui ne peut pas durer. Inédit. Premier élément. Deuxième élément, j'y insiste, la sociologie du pays. Nous sommes en 2024. Et donc, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui se fait entendre dans le champ politique iranien? Ce sont les femmes et les jeunes et la contestation est très forte. Troisième point, le régime des mollahs, il tient compte de ces éléments-là. Il a des éléments d'appréciation, quels que soient les intérêts. C'est une question de survie. Le fait qu'ils aient décidé de parrainer un candidat réformateur, c'est une question de survie pour un régime du système qui est menacé au-dedans et qui, à l'international, est dans une situation de damnation, pratiquement, c'est un paria. Alors, d'où l'ouverture, ça a été dit par le candidat, le président élu maintenant, l'ouverture vers l'Occident, donc une ouverture importante, un signe, etc. Essayer d'avoir la levée des sanctions, réactualiser l'accord nucléaire, tout ça se fait avec l'assentiment du guide suprême Ali Khamenei. Nous sommes dans une équation compliquée où c'est une question de survie. C'est pas simplement des problèmes parce qu'il y a des contraintes majeures qui font que ce régime-là, qui est un régime rigidifié, fossilisé, n'a pas d'autre choix que de s'adapter face à des contraintes internes et extérieures. Ça fait combien de temps que ces difficultés économiques existent en Iran ? Depuis l'arrivée des mollahs. Il faut se le dire. Bon, après, c'est les difficultés économiques aussi qui ont sanctionné le Shah. Évidemment. Non, il y a les et qui ont renforcé aussi la révolution islamique. Non, il y a un massif de l'Iran, parce que ces problèmes socio-économiques ont été créés par les sanctions, par la vitesse avec laquelle l'industrie de l'armement a construit des missiles, le nucléaire coûte cher, donc ça a coûté cher au détriment des besoins de la société. Mais c'est tout ce qu'il a. Il a le nucléaire et il a le balistique. Oui, le reste, mais le problème reste que c'est une armée complètement... ce cinéma, c'est pour l'image du système, parce que le système a vu que son intérêt, c'est de faire un changement. Ils sont forts dans les jeux d'échecs. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont créé les jeux d'échecs, échecs et maths. Donc il n'y a aucun changement à prévoir dans la politique étrangère iranienne. Encore faut-il que les gens... C'est la société iranienne qui va imposer à ce président de changer des choses, surtout au niveau des jeunes, au niveau de la femme et au niveau des relations internationales de l'Iran, surtout avec les pays du Golfe. Surtout vous insistez sur les pays du Golfe, avec tout ça, une projection dans l'avenir. Si jamais Trump arrivait au pouvoir... C'était ma dernière question. Merci d'y répondre. Voilà, merci de répondre à cela. Si Donald Trump... Parce que là, on veut s'ouvrir sur l'Occident. La fois où l'Iran a réussi, c'était au temps de Khatami et c'était au temps d'Obama, donc un démocrate. Vous voyez vraiment Donald Trump ouvrir une brèche vers l'Iran? C'est lui qui a quitté l'accord nucléaire. Non, mais je sais, non. Non, mais comprenez-moi. Si je dis que on élit démocratiquement un président réformiste pour justement montrer patte blanche devant l'Occident... Et si l'Occident, demain, principalement les États-Unis d'Amérique, était dirigé par un certain Donald Trump à partir de la fin de l'année? Avec cette réserve, si vous le permettez, que l'élection éventuelle... Je posais ma question à Sissaoud, mais vous pouvez y répondre, je reviendrai à Sissaoud. L'élection éventuelle du président Trump, c'est un élément nouveau. Le président Trump fonctionne aussi comme un businessman. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire il prendra en compte des intérêts de la diplomatie américaine pour voir ce qui peut être fait en direction de l'Iran. Il n'y a pas de rigidité ni de dogmatisme dans les positions du président Trump. Donc vous croyez qu'il va revenir à l'accord nucléaire? Non, je ne crois pas, je formule une hypothèse. Oui, mais bon, pour moi, ça va être des durs contre des durs. Encore une fois, soyons réalistes. Nous avons un président réformiste, mais qui n'a pas la main.
Il n'a pas la main du tout sur le régalien, il n'a pas la main. Et c'est ça qui est important dans une réforme. Comme la police des mœurs, est-ce qu'il va y toucher? La réponse est non. Il faut aller au-delà du président, il faut raisonner en termes de système. Oui, c'est un régime, c'est un régime qui est soumis à des contraintes, pas l'homme. C'est un système qui a placé ce président réformateur parce que c'est un système qui a des contraintes majeures et qu'il espère les surmonter. C'est surtout une Il ne faut vitrine. pas focaliser sur le président, il a la main ou il n'a pas la main. Je reste convaincu. Merci, messieurs. Le débat est terminé et je pense que le débat vraiment se termine comme il a commencé sur l'indécision. Et le désaccord des intervenants. Désaccord à l'OTAN, désaccord des intervenants, bref, indécision et désaccord. Voilà les thèmes principaux de cette émission, mais dont les débats étaient fort... comme on les aime en fait finalement et surtout deux sujets qu'il faut suivre vraiment de très près parce qu'ils vont certainement donner l'orientation de l'ensemble de la géopolitique mondiale, ce qui se passe en Iran, mais aussi l'OTAN, les élections aux États-Unis, comment va peut-être évoluer la situation politique en France, bref. C'est une année charnière, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, colonel Saoud. Merci beaucoup aussi, Abdelrahman Kawi. C'est un plaisir de vous accueillir. Et à vous également, merci à vous. Sahimi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée à tous.